Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois à cette édition du Festival de la philosophie organisé par l'Institut français de Grèce. Donc, je suis Mathieu Abgral, le directeur délégué de l'Institut français de Grèce. Et je suis ravi vraiment de vous accueillir pour cette édition dont le titre est Pouvoir agir. Qui comprend un certain nombre de conférences extrêmement intéressantes, dont celle de ce soir, cette table ronde sur la pop musique, un art de l'engagement avec Agnès Guéraud et modérée par Nikos Xydakis. Je dois dire, c'est assez intéressant parce que quand on y réfléchit, et peut-être Agnès Guéraud nous en dira plus, confronter le terme de musique pop et d'engagement n'est pas forcément évident. Et donc, justement, je pense que ce sera particulièrement fructueux de vous entendre. Mais je ne serai pas plus long parce que je sais que, avant tout, vous voulez écouter nos intervenants. Donc, encore merci et bienvenue. Merci d'être là et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir de ma part. Je suis très content de ce rassemblement car récemment j'ai lu, suite à une indication qui me fut faite par Massia Rumbouli, ce livre très intéressant, très irritant, très excitant, une grande étude qui m'a apporté des réponses dans certaines questions que j'avais déjà depuis des décennies. Je me réjouis donc d'accueillir l'autrice de la dialectique de la pop, un livre excellent, unique dans la littérature grecque, et je pense qu'il s'agit là d'un livre très exceptionnel, une étude exceptionnelle en ce qui concerne la littérature européenne et mondiale. Je ne voudrais pas parler trop longtemps sur ce livre qui s'intitule La dialectique de la pop. Simplement, je veux lui poser certaines questions qui vont nous permettre d'être guidés au niveau de sa réflexion, ses pensées, sa méthodologie. Si des conclusions y est-il, si on peut tirer des conclusions, car le livre se termine avec des questions ouvertes, des espoirs sur une utopie, comme ce serait le cas d'un grand Bible, d'un grand livre de la rock musique. Il s'agit de quelqu'un qui se connaît beaucoup au niveau de la philosophie de Adorno. On sait bien que Adorno est né discréditer la jazz et la pop de son époque, la musique industrialisée, écrite et composée de façon massive pendant le XXe siècle, lorsque l'enregistrement musical a commencé d'être répandu et diffusé par radio, ce qui a créé le grand canon américain. Adorno n'a pas les connaissances de ce qui s'est passé après les années 50 et 60, période à laquelle Agnès se réfère. Agnès, je me sens intellectuellement très proche de vous avec ce que vous écrivez dans votre livre. Elle ne démolit pas, Agnès ne démolit pas Adorno, c'est avec une grande intention, lucidité, avec un respect, elle examine ses points de vue sur la musique jazz enregistrée. Par la suite, elle utilise la dialectique d'Adorno, sa méthode, et elle la met en application pour lire la généalogie, les antinomies de pop, son potentiel, ses oppositions fertiles. J'aimerais donc lui poser la première question, ce qui concerne la généalogie théorique. À part Adorno, y a-t-il d'autres
précurseurs théoriques venant de la haute pensée, de la haute théorie, à part Adorno. Je me demandais, par exemple, est-ce que vous avez été influencé par Frederick Jameson avec ses études sur le postmodernisme qui ont porté sur le domaine du cinéma, musique, etc. Pas vraiment. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai plutôt, disons que il me semble que dans le livre, ce que j'ai fini par découvrir en travaillant sur la question de la musique populaire enregistrée, et peut-être que je dois avant toute chose préciser que quand je dis pop, il ne s'agit pas ici seulement de parler du mainstream pop, hein, c'est pas juste la dialectique de Rihanna ou de Beyoncé, c'est une réflexion sur la musique populaire enregistrée. Ça veut dire ce moment où cette musique qui s'est transmise oralement, cette musique populaire qui n'a pas été écrite et qui est bien plus ancienne que la pop, qui a des, voilà, qu'on peut imaginer avoir émergé il y a des millénaires, finalement, le simple fait de chanter et de se chanter des chansons, ça c'est très ancien. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est que s'est-il passé avec le phénomène de l'enregistrement appliqué à cette forme qui a toujours vécu, au contraire, a toujours circulé dans les dimensions éphémères, volatiles de l'oralité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fixation à la fois des folklores, mais aussi voilà, des chansons, de ces petites compositions qui, elles, ont une existence très, très, très ancienne en tant que telle. Et donc, quand je parle de musique populaire enregistrée, je ne suis pas simplement en train de parler de mainstream, je ne suis même pas simplement en train de parler d'une musique qui serait mélodique, qui passerait à la radio nécessairement, même si cela inclut, mon concept de musique populaire enregistrée inclut cette musique mélodique et aussi cette musique mainstream et les tubes qui ont un sens dans cette pop. Mais je parle finalement de toutes de styles qui sont éloignés, puis qui peuvent apparaître éloignés de ce qu'on entend par pop spontanément. Je parle de blues, je parle de folk des années 40, je peux parler de hip-hop, je peux parler de reggae, je peux parler de chansons françaises. Donc, ayez vraiment en tête, dans toute la conversation qui va suivre, que là, nous sommes en train de discuter de qu'est-ce que cette musique populaire, finalement, très syncrétique aussi dans ses styles, qui a été rendu possible, qui s'est unifié dans une forme, par un médium particulier qui est celui de l'enregistrement. Et c'est pour ça que cette question de l'enregistrement est très importante. Et donc, pour revenir à votre question, Nikos, c'est que je n'ai pas, en effet, Jameson et la question du postmodernisme, ça n'est pas quelque chose de primitif dans les intuitions que j'ai pu avoir. À la limite, s'il fallait chercher un autre grand philosophe, c'est plutôt quelqu'un comme Rousseau, par exemple. Rousseau, quand il s'interroge sur la musique populaire et sur la question de l'expressivité, parce qu'en fait, c'est au centre de ce livre, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être un individu démocratique qui exprime quelque chose de l'ordre de sa subjectivité, quelle que soit l'étoffe de cette subjectivité. Et c'est comme ça aussi, on va y venir progressivement, qu'il y a un sens politique profond à la musique populaire enregistrée, parce que c'est un moment où ont été accueillis dans le royaume de l'art n'importe quelle voix, toutes les voix possibles. Mais je préciserai un peu plus tard. Mais disons que ce n'est pas... Et Adorno vient à un autre stade de ce questionnement parce que c'est quelqu'un qui jette le soupçon sur l'expression populaire au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est un intellectuel qui expérimente la violence de la propagande, la violence de l'industrialisation de la culture, la violence de l'idée de masse, du populaire comme masse. Mais c'est un peu peut-être trop compliqué dit comme ça, donc je vais vous laisser me reposer des questions. Mais voilà, s'il fallait
convoquer d'autres instances philosophiques, quelqu'un comme Rousseau, où le transcendantalisme est finalement était beaucoup plus mon guide. Θέλω να σας μήπως ο Αντόρνο, ένα μεγάλο πνεύμα αναμφισβήτητα, διακατεχόταν από μια βαθιά αριστοκρατική, μια εστέτ άποψη. J'ai pas de traduction. N'était-il pas un grand penseur, n'était-il pas caractérisé par un esprit assez hautain, esthétique, assez aristocratique, pourrait-on dire? Bien sûr. Εντάξει. Donc, peut-être, est-ce que Adorno était quelqu'un qui niait son présent? Comme il a dit, c'est barbare d'écrire de la poésie après Auschwitz, au moment même où il aurait pu écrire de la poésie. Donc, est-ce que ce modernisme très élevé, très hautain, qui nous a ouvert des chemins intellectuels, mais à un moment donné, il s'est renfermé dans lui-même, dans une tour de verre, ne pouvant même pas observer la vie elle-même. Cela peut-être peut avoir influencé le point de vue d'Adorno sur la musique enregistrée, car la musique enregistrée n'est pas seulement la pop mainstream, ça comporte également la musique populaire qui préexistait du canon classique. Mais du moment où l'enregistrement entre dans le jeu, le moyen lui-même influence les producteurs en les rendant quelque chose d'autre dans cette démocratie massive. Est-ce que le refus de Adorno sur la démocratie massive du XXe siècle les amène au point de nier, de refuser la vie même, leur époque même? C'est intéressant parce que... Donc, je mets juste un petit contexte. Quand je faisais ma thèse sur Adorno, le livre n'est pas la thèse sur Adorno, j'ai fait une thèse sur la théorie d'Adorno, sa critique de la subjectivité. Et je me rappelle que j'allais voir mon directeur de thèse avec ma guitare parce que je fais de la musique à côté. Et il croyait toujours que soit c'était un violoncelle ou peut-être un luth. Enfin, il fallait toujours que ça soit un instrument ou alors une guitare acoustique, mais surtout pas une guitare électrique. Et donc, il y avait une sorte de déni. Et puis un jour, il m'a présenté comme ça à un de ses collègues en disant « Ah oui, elle est aussi une chanteuse de jazz ». Alors, j'ai senti vraiment que je passais par toutes les étapes de la crédibilité possible, acceptable, dans ce monde de la pensée critique, philosophique, mais que presque c'était finalement inconciliable d'être un musicien de musique populaire dans tout ce que ça pouvait impliquer d'énergie physique, libidinale et peut-être délibérément plus, je ne veux pas dire plus simple, mais plus parfois aussi plongeant dans des dimensions plus enfantines. C'était pas possible de tenir les deux ensemble en tout cas. Et j'ai beaucoup écrit ce livre dans cette espèce de schizophrénie d'à la fois être une étudiante qui travaillait sur Adorno, c'est-à-dire un penseur effectivement totalement critique de ce qu'il appelait la musique légère, la musique radiodiffusée, et de l'industrie culturelle, dont il contribue à constituer le concept comme une contradiction. J'y reviendrai. Et en même temps, voilà, être avec ma guitare et composer des chansons et comprendre qu'il se jouait là quelque chose de l'ordre d'une expression et d'une prise de pouvoir démocratique et significative aussi artistiquement. Et donc j'étais dans cette schizophrénie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Adorno, je l'appelle dans le livre, je dis que c'est un hater hyperbolique. Vous savez, vous voyez ces gens qui commentent sous les vidéos YouTube en disant, en étant très, très critiques d'une musique donnée,
On les appelle des haters sur Internet. Bon, et bien Adorno, c'est le hater absolu, si on lui parle. Enfin, il y a des textes, même sur le jazz, qui sont un petit peu embarrassants. Hein. Aujourd'hui, c'est difficile de lire la critique d'Adorno sur le jazz. C'est presque... C'est bien sûr une critique qui a plein d'arguments intellectuels, mais qui peut être aussi soupçonnée d'une forme de racisme, d'incompréhension profonde. Donc ça va pas du tout. Je veux dire, sa critique, elle est, sur certains points, elle n'est pas tenable. On peut pas la prendre en charge. Mais sa manière, en revanche, de sans cesse rappeler comment cette musique populaire, donc qui tient d'un certain point de vue, d'une expression, qui promet en tout cas quelque chose comme une expression propre, authentique, spontanée de l'individu, parce que il faut voir que avant Adorno, il y a aussi tout le romantisme, toute cette pensée qui, au contraire, est fascinée par l'idée d'une expression populaire. Cette critique du populaire, elle vient en contradiction avec une vision romantique antérieure qui a idéalisé justement les folklores. Et Adorno, il dit, très bien, on peut idéaliser les folklores, mais maintenant que tout passe par le filtre de l'industrie culturelle, de toute manière, c'est de la manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Adorno dit ça, il cesse d'être seulement un hater hyperbolique, il devient, je dis que c'est un contempteur curieux, c'est-à-dire, il est critique, mais il dit quelque chose que même quelqu'un qui aime la musique populaire ressent et comprend. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle Dialectique de la pop, parce que j'ai compris que finalement c'est un art qu'on ne peut embrasser que dans cette zone d'inconfort, dans cette conscience que c'est un art qui est pris dans l'histoire de la phonographie, qui est pris dans l'histoire de l'expressivité démocratique, qui est pris même dans l'histoire de la communication, de la publicité. Et toutes ces choses travaillent à le rendre plus ou moins inauthentique. Et en même temps, il contient une sorte de promesse. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle de cette notion d'utopie de la popularité. Et du coup, vous voyez, Adorno me sert un petit peu de... Voilà, c'est le hater hyperbolique, mais c'est quand même quelqu'un qui a écrit sur tout un tas de musique populaire, ce que à peu près aucun autre philosophe de son cru n'a fait. Donc... Mais je pourrais... Agnès. Bon, Agnès, je pense qu'avec Adorno, bon, on a dit ce qui est le plus important, ce qui est en fait le noyau de ce que vous avez très bien exposé dans votre livre et analysé. Mais voyons un peu l'autre généalogie, la généalogie de pop, de la musique enregistrée dans le XXe siècle, parce que c'est là où vraiment on a l'utilisation même ensuite des plateformes numériques, les bits, les bytes, etc. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Vous avez deux citations très intéressantes, très importantes de deux grands artistes populaires qui sont plutôt avant-garde, Bob Dylan et Thelonious Monk. Bob Dylan dit le suivant, je viens du folk et en fait, il aboutit à une folk électrique, c'est son truc, c'est son style. Alors lui, il dit, les chansons pop sont ambiguës, ils ont plusieurs visages et vous devez les voir tous afin de bien jouer. Leur sens est très différent et semble changer d'un moment à l'autre. Et tout dépend de qui chante et qui écoute. Nous sommes désolés, mais on n'a pas le texte. C'est une autre des interprètes. Alors pour moi, la question n'est pas la suivante. Ce n'est pas qui chante, mais qui écoute en ce moment. Et on va revenir sur ceux qui chantent un peu plus tard. Mais y a-t-il des surprises esthétiques et comportementales, comme c'était par exemple le choc d'entendre Elvis Presley pour la première fois ou les Beatles? Y a-t-il de telles surprises, de chocs culturels? Y a-t-il des chansons qui peuvent exprimer une utopie, comme c'était le cas dans les années 60 et les années 70, où on promettait
vraiment un espoir, une utopie pour partir dans Lucy in the Sky with Diamonds, vraiment triper en acide et partir vers les étoiles. On a là psychédélique, l'utopie, une croyance, un monde transcendantal. Croyez-vous qu'en ce moment, il y a des gens qui veulent écouter ça, qui souhaitent écouter une telle chanson? J'ai l'impression que cette utopie, qui en effet s'incarne, quand on parle par exemple d'un tube des Beatles, hein, je dis à un moment, ça incarne le canon de la popularité, c'est-à-dire ce moment où le plébiscite et la pointe de l'art pop convergent. Donc, tout le monde aime et c'est excellent. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire de la pop. Il y a des choses qui sont dominantes, matraquées, et en même temps, après, les amateurs un peu spécifiques de musique vont pas nécessairement trouver tous les morceaux du mainstream actuel leur apparaître vraiment comme des formes très prometteuses artistiquement. Mais par exemple, dans les années 2000, hein, il y avait ce mouvement qu'on a appelé le poptimisme, hein, où il y avait tous ces producteurs comme les Neptunes et tout ça. On avait l'impression que l'histoire de la pop avançait en tant qu'art et qu'en même temps, elle était industriellement toute puissante et qu'il y avait une sorte d'équilibre parfait entre la reconnaissance du public et l'art au sens de l'innovation possible dans la musique, du caractère inouï de certaines sonorités. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est... Mais c'est peut-être lié à nos différents âges ou à notre propre histoire d'auditeurs individuels. Mais peut-être que collectivement, effectivement, il y a un sentiment plus sombre où ce poptimisme-là ne tient plus. Et on n'a pas non plus l'impression qu'il va y avoir un artiste aujourd'hui ou même une chanson qui incarne cette utopie de la popularité, cette réconciliation du plébiscite et d'une forme de beauté, d'universalité. Mais je crois que nous sommes dans un monde qui aussi théorique, qui devient plus critique, tout simplement avec l'idée d'universel. Et c'est en fait une bonne chose. C'est-à-dire que je pense que des épiphanies musicales, nous en aurons toujours. À un moment, écouter une chanson qui va nous bouleverser. Et je crois en cette chose-là, peut-être cette fois en changeant d'échelle, en étant dans une échelle microscopique, justement. Un instant où quelqu'un va chanter une chanson et on va être dans les étoiles, mais c'est pas Lucy in the Sky with Diamonds. Ça sera pas nécessairement en mondovision, mais ça sera dans cet instant d'expression. Et nous sommes dans c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre aussi en faisant le livre, c'est que dans cette promesse de réconciliation que je décris comme un peu la promesse de la popularité pop, hein, l'idée que nous pourrions comme ça tous nous comprendre autour d'un morceau, tous nous mettre à danser sur un même morceau, où on aurait, il y a quand même aussi, il y a quand même beaucoup d'hégémonie occidentale dans ce paradigme-là, et c'est une hégémonie qui est encore heureux, qui commence sérieusement aujourd'hui à être rognée de toutes parts. Et donc, je crois que c'est l'idée même d'universel qui est mise au défi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette force que contient justement la puissance expressive de l'individualité, et qui est une chose que l'enregistrement est capable de capturer et qui est exceptionnelle, qui est miraculeuse, parce que voilà, on a des voix qui sont uniques, qu'on entend, qui peuvent nous émouvoir à des kilomètres de distance, maintenant à des centaines d'années de distance. On écoutait tout à l'heure dans la voiture avec Maria qui a traduit le livre et Georgios, on écoutait des chansons qui ont 90 ans, des enregistrements. Et il me semble que ces épiphanies
voilà, sont possibles, mais finalement à une échelle micrologique, avec une dimension avec une sorte de moment d'humilité par rapport à la prétention à l'universel, qui a été porté par la pop, parce que je crois que au fond, dans cette idée de réconciliation, il y a le romantisme, et derrière le romantisme, il y a les lumières, il y a l'universel, il y a un rêve d'universalité. Et c'est très bien, pourquoi pas, parce que il y a l'humanité dans cette universalité. Mais quand cette universalité devient simplement celle de cette humanité blanche, occidentale, dominante, effectivement, aujourd'hui, ça passe un peu moins. Et c'est tant mieux. Il faut arriver à entendre justement d'autres voix. Donc, pour moi, on n'est pas entré dans des dark ages nécessairement avec la musique populaire enregistrée. En revanche, je pense que le mainstream n'est plus du tout le lieu du paradis, le lieu du paradis pop, hein, parce qu'à un moment, on pouvait, voilà, si on pense à ce moment de domination commerciale aussi, qui était celui de Elvis, des Beatles, et en même temps, c'est une musique géniale. Il y a quelque chose comme l'idée que ces hits qui étaient le mainstream américain, on était véritablement au paradis de la pop, c'est-à-dire à l'endroit où ce qui doit être écouté est écouté par le plus grand nombre. Et je pense que c'est bien aussi que il se trouve que cela fait un siècle que cette machine, qui est aussi une machine industrielle, est lancée et s'est jointe à la question de l'expressivité individuelle. Et il est important de comprendre que je pense que je ne crois pas que la promesse pop dont je parle, hein, cette promesse cette utopie de la popularité dont je parle, puisse se tenir désormais dans le mainstream. C'est précisément dans ce qui va échapper à ce grand canal commun qu'on va retrouver, à mon sens, une universalité, mais non hégémonique, justement. Μου δίνεται αφορμή. Ce que vous dites sur l'hégémonie, sur le regard du blanc, de l'homme blanc sur l'universalité de la musique pop enregistrée, à savoir ce que nous avons vécu après la guerre, très peu avec la musique jazz, mais beaucoup plus avec le rock and roll et la pop. Donc, je pense que je vais vous interroger sur deux niveaux. En commençant par ça d'abord, la citation de Thelonious Monk. Il faut créer une musique qu'on ne va pas pouvoir nous voler. Thelonious Monk a un cas, une personnalité particulière. Il s'agit là du gourou du premier grand modernisme de la jazz qui n'est jamais devenu populaire. Ses disques n'ont jamais trop vendu. Il était exclu par les différents clubs. Assez spécial comme personnalité. Comment Thelonious Monk, il dit, je veux créer une musique qu'on ne va pas pouvoir nous voler, et qui a effectivement été volée, pillée par tout le monde. Elle est devenue une avant-garde du musée avec laquelle personne ne pouvait danser. Comment est-ce que le système peut-il prendre cela et le faire aller ailleurs? Le deuxième cas ne vient pas de votre livre, il s'agit du film excellent de Johan Grimond Press, Soundtrack for a Coup d'État, dans lequel il articule l'histoire politique du colonialisme du XXe siècle, des mouvements des droits civils et des droits de l'homme. On voit Patrice Lumumba se rencontrer avec la pensée de Malcolm X, comment Lumumba est assassiné, comment l'homme blanc n'accepte pas la dignité et la liberté de l'esclave, de l'Africain.
un credo de type religieux à l'époque, et qui continue de l'être chez les Européens d'aujourd'hui. Hors micro. Et comment on arrive à construire l'histoire de la fin du XXe siècle à travers l'histoire de la jazz. C'est Soundtrack, ce sont les grands moments de la musique jazz des années 50, des années 60, commençant par Thelonious Monk et Nina Simone, allant jusqu'à John Coltrane et Coleman. En même temps, Grimond Press avance davantage en disant que les États-Unis elles-mêmes ont utilisé la musique jazz comme un mécanisme d'imposition, de domination, d'hégémonie politique. Et ils ont en effet exporté Louis Armstrong et ils ont exporté Dizzy Gillespie, qui était venu à Athènes aussi. Il a porté le costume traditionnel grec et il s'est photographié pour une première de couverture. Ça a marqué la grande hégémonie des États-Unis dans l'après-guerre qui s'est passée par le biais du cinéma et la musique enregistrée. Voilà son champ hégémonique dans l'après-guerre. Et vous dites que ce grand récit universel se termine et si je comprends bien, des conditions de liberté commence à émerger pour la danse tech nigérienne ou pour l'Afrique du Sud, des scènes très importantes avec des dizaines de milliers d'audiences, de public. S'agit-il d'un genre musical libérateur? Thelonious Monk, Grimonius Press. Il y a trop de voies possibles de réponses, mais je vais en choisir une. Mais vous pouvez répondre comme un compositeur de rock, non pas comme un philosophe. Peu importe, mais sur Thelonious, en fait, ce qui est évident, c'est que quand je dis que je parle de cette hégémonie, bien sûr aussi américaine, et ça s'est opéré, bien sûr, dans le siècle avec toutes sortes de contradictions et de contre-forces. Et bien sûr que le jazz lui-même et le bebop lui-même sont à chaque fois des manifestations de la manière dont justement les musiciens de musique populaire enregistrée se sont appropriés des manières de jouer et d'exprimer voilà, des expériences musicales singulières. Donc je dis pas que la singularité commence aujourd'hui, mais que justement c'est pour ça que le livre s'appelle Dialectique de la pop, c'est que c'est vraiment, je pense que cette musique n'a une histoire que parce qu'elle n'a cessé de lutter contre cette version normalisante et unificatrice de l'universel industriel, justement. Et que c'est précisément à chaque fois qu'il y a des forces singulières, différentes, même si on n'a pas du tout obligé de se faire une version idéalisée de la singularité. C'est pour ça que j'emploie le terme d'idiosyncrasie. Hein. Finalement, ce qui est fort avec l'idée de voix, hein, simplement une voix, votre voix est singulière, pas parce que vous vous prenez pour un poète maudit, mais simplement parce que il y a des configurations matérielles et dans votre pharynx et dans votre corps et dans l'espace où cette voix résonne qui font que c'est spécifique, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes situé, vous êtes quelque part. Et l'enregistrement permet de capter cette situation, ce quelque part. Alors, quand Thelonious Monk dit il faut que nous fassions une musique qu'ils ne pourront pas nous voler, c'est un exemple que j'utilise pour faire valoir le fait que musique populaire ne veut pas nécessairement dire musique facile et que c'est justement un moment de reconquête de la virtuosité, de la complexité à l'intérieur d'une sphère de la musique non écrite. Donc c'est encore une fois un geste d'appropriation et d'individualité, de singularisation qui est possible dans cet espace qui n'est pas justement celui des conservatoires ou d'une musique écrite. Et c'est pour ça que c'est comme ça que Thelonious Monk peut
devenir cette espèce d'expert absolu, mais d'une musique finalement qui n'appartient qu'à lui, même si après, bien sûr, elle peut être copiée. Et par rapport à l'idée à la question de savoir s'il y aurait une musique aujourd'hui qui comporterait, qui tiendrait bien cette promesse, je trouve ça toujours délicat. Il y a une chose que je n'ai pas voulu faire et que fait beaucoup Adorno, c'est faire un tribunal de la musique. Vous savez, Adorno d'évaluer beaucoup. Il y a toute une critique chez Adorno, pas que de la musique populaire, mais aussi, par exemple, de Schoenberg. Pardon, Schoenberg, c'est évidemment son ami. Non, de Stravinsky. Il oppose Stravinsky à Schoenberg parce qu'il n'aime pas que Stravinsky mette des éléments percussifs. Enfin, il trouve que Stravinsky joue à une sorte de primitivisme qui ne convient pas à son modernisme, au contraire, où lui, il voit vraiment l'idée d'une histoire de la musique comme spiritualisation du matériau musical. Donc, Adorno, c'est un grand constituteur de tribunal, d'accord, en disant, toi, tu fais de la musique authentique, toi, tu fais de la musique inauthentique. Et je me suis rendu compte quand j'écrivais le livre que à chaque fois que j'émettais un petit jugement ou une petite dévaluation de bonne aloi sur un artiste, en fait, ça affaiblissait mon discours. Je trouvais que c'était plus très intéressant. Et donc, le livre est en fait ça n'est pas une esthétique de la pop au sens où je vais dire quelle est la bonne pop qu'il faut faire. Parce que je pense que c'est précisément dans tout ce que je n'ai pas prévu qu'elle est intéressante. Donc, je n'ai pas à dire ce qu'elle doit être ou là où elle est mieux, même si j'ai des goûts personnels, bien sûr, il y a des choses qui m'émeuvent, mais peu importe. Je ne veux pas faire donc une esthétique en ce sens-là, une stylistique en disant voilà, là, cet artiste-là est meilleur qu'un autre. Mais c'est une méta-esthétique, c'est-à-dire je réfléchis aux conditions d'appréhension à la fois éthique, esthétique et en effet politique de cette musique. Donc, vous voyez, je n'ai pas envie de dire oui, c'est au Nigeria qu'on fait la vraie musique importante aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de dire parce que déjà, ce serait ne pas admettre que ma connaissance de la musique actuelle est nécessairement lacunaire et que je ne suis pas en mesure de dire qui est le meilleur. Mais quand bien même je les connaîtrais tous, la méta-esthétique que je propose est précisément là pour être la plus libérale possible, pas au sens économique du terme, ni capitalistique du terme, mais au sens la plus hospitalière du terme, avec les expressions possibles de l'humanité qui survit et qui lutte dans l'existence. Peut-être, je considère qu'il y a des gens qui sont venus à l'audience, veulent aussi poser des questions. Alors, moi, je vais poser ma dernière question en sorte enfin, puisons un peu sur l'épilogue long et vraiment très intéressant. Alors là, les chapitres deviennent de plus en plus petits et vous essayez de trouver... Malheureusement, l'orateur garde le micro très loin, on ne peut pas l'entendre. Alors, croyez-vous que dans cette époque, que moi, personnellement, j'appelle Active Noise Cancel en anglais, alors il y a en ce moment des gens qui écoutent seulement leur propre truc, que les autres ne s'intéressent pas. En plus, c'est en Spotify, alors vraiment, c'est pas mon choix, c'est peut-être l'algorithme qui me le présente. Alors, ce type de monde, enfin, en revenant un peu à Dylan, Bob Dylan, est-ce que les gens peuvent écouter cette musique populaire enregistrée d'une manière également démocratique, d'une manière aussi démocratique que les compositeurs ont écrit la musique? Y a-t-il cet engagement collectif dans ce chaos qui commence de l'électronica et techno et arrive au reggaeton ou alors tous les hybrides de house music?
et bien sûr trap aussi, que je qualifierais comme des ordures plutôt sympas. Alors, vous pensez qu'il y a là un engagement collectif de la part des gens pour l'entendre? Voilà, c'est ma question. Sûr de comprendre si votre question, Nikos, c'est la question de l'accessibilité à toutes les musiques ou est-ce que ces musiques conservent une promesse d'universalité? Est-ce que c'est l'accès des auditeurs? Écoutez, l'accès, je pense qu'en fait, vous entendez ce qu'on vous sert. Vous ne pouvez même pas choisir. Vous sélectionnez pas. C'est les plateformes. Très vite, on ne pourra même pas utiliser les torrents. Alors, bon, on est vraiment dans une phase métamatérielle. Tout est numérique. Alors, la musique, l'industrie musicale, eh bien, c'est tout ce qui est servi dans le numérique. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne dis pas que c'est la seule réalité, mais... Alors, la question est la suivante. Étant donné ces accès, ces canaux de diffusion, alors, la musique populaire enregistrée telle que vous la définissez, est-ce qu'elle peut encore être démocratique, vraiment inciter à créer des termes d'un engagement collectif? C'est ça, en fait, le noyau de votre livre, l'engagement collectif. Pas vouloir que la pop d'aujourd'hui ressemble à celle de la contre-culture dans les années 70, avec ce moment, cette espèce d'épiphanie où il semblait qu'aucune manifestation politique ne pouvait advenir sans le singer-songwriter adéquat, et vous parliez de Dylan ou de John Baez, et que ça, effectivement, il y a... nous sommes plus... nous sommes beaucoup plus chargés désormais de toutes sortes d'images et d'enregistrements, y compris de ces moments politiques que nous avons idéalisés aussi de la contre-culture des années 60, pour continuer à y croire comme si ça continuait exactement de la même manière. Et effectivement, dans un monde d'algorithmes et d'intelligence artificielle, il est de toute manière ces dimensions-là ont complètement changé. Mais vous parliez de Dylan, c'est marrant parce que Dylan lui-même a toujours été assez suspicieux avec l'idée que ses paroles étaient politiques. C'est pour ça qu'il les crypte autant. C'est une sorte de prophète sans message bien clair, bien souvent, Dylan. Et d'ailleurs, on sait que voilà, Seegers, qui était vraiment qui écrivait des protest songs, c'était vraiment quelqu'un qui voulait vraiment dire, les mythes dans la chanson, donner rendez-vous aux ouvriers pour la prochaine grève. Très clairement, le message politique collectif était absolument explicite. C'est pas du tout le cas de Dylan. Si on écoute une chanson de Dylan, on a des dimensions qui sont presque prophétiques, existentielles. Les temps vont changer, time they're gonna change. Bon, et donc tout ça, ça tient à l'imagination d'une génération qui a projeté l'action politique collective accompagnée de cette musique. Nous sommes plus dans cette époque, c'est évident. Mais je considère que il ne faut pas fétichiser cet âge politique de la pop, de la contre-culture comme un moment où vraiment la musique aurait eu un sens et aujourd'hui elle n'a plus de sens. Et effectivement, c'est aussi pourquoi c'est vrai que j'ai beaucoup écrit le livre du point de vue du compositeur, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui fait de la musique, pas tant du point de vue du consommateur de musique sur Spotify que du point de vue de quelqu'un qui se dit tiens, il y a quelque chose que je peux exprimer avec un instrument et une voix et un texte et qui peuvent émouvoir d'autres gens et qui peut dire la place sociale où je me trouve et rencontrer d'autres endroits, d'autres places sociales. Et en ce sens, pour moi, cette musique populaire aura toujours cet enracinement politique, puisque c'est la musique qui est la plus à même d'accueillir le fait que les individus sont situés. Vous voyez, si vous êtes une femme, si vous êtes
noir, si vous êtes blanc, ça n'est pas pareil dans une chanson de pop. Alors que si on se réfère au grand répertoire de la musique occidentale, bon, effectivement, c'est tous des hommes blancs, mais on a fait comme si ça ne changeait rien en réalité. Donc, c'est vraiment, je pense que et l'enregistrement et l'importance de la voix au cœur de la musique populaire lui accorde, lui confère cette vérité de l'individu situé. Et il me semble que dans cette ambiance un petit peu déréalisée dans laquelle nous avons l'impression de vivre avec toute cette intelligence artificielle qui décide tant de choses pour nous, y compris la playlist de notre journée, ce moment de se dire que l'expression est encore à notre portée, même si on n'est pas un grand musicien, même si on n'est pas un grand chanteur, mais simplement, et là je suis assez rousseauiste, je l'admets, parce qu'il y a quelque chose comme un chant de l'âme qui a besoin d'apparaître, alors c'est le début de la politique. Protéicos romantisme. Un romantisme protéique à la Rousseau. Mr. Bankson que vous citez, la musique rock va sauver si chaque adolescent a une guitare à jouer. C'est votre cas. Une adolescente qui a pris une guitare et en même temps, elle a essayé d'écrire un livre. Donc une seule chanson. Si le public aimerait poser une question, il y a beaucoup de choses qu'Agnès peut répondre. Donc la parole est à vous si vous désirez poser une question. Bonsoir. Clarification sur la définition de la pop. Qu'est-ce que n'est pas la pop? Eh bien, il y a plusieurs caractéristiques. La première, en effet, c'est l'idée d'une musique qui n'est pas fondée sur l'écriture. Donc, tout simplement, une musique de transmission orale. Mais c'est une condition nécessaire pour définir ce que j'entends par pop, mais pas suffisante. Donc, il faut ajouter une autre condition, qui est cette question d'une musique de transmission orale qui va trouver sa forme aboutie dans la fixation de l'enregistrement. D'accord ? C'est pas une musique justement folklorique qui va apparaître dans différents lieux, dans un lieu donné, dans une communauté donnée et transmise plus ou moins anonymement et jouée à certains moments sans nécessairement être fixée dans un enregistrement. C'est véritablement un objet musical qui, comme imaginez, il n'y a pas de tableau sans la peinture sur le châssis. Eh bien, il n'y a pas de musique pop sans l'enregistrement qui fixe la chanson. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes sortes de compositions. Les chansons existent par ailleurs, mais ça devient cette forme, cette expérience esthétique particulière à partir du moment où cette musique de transmission orale est fixée. Et si vous écoutez par exemple un blues des années 20, vous en écoutez la fixation chantée par Led Belly, il me semble que vous entrez dans ce régime à la fois dans ce régime d'expérience esthétique qui est que vous allez être sensible bien sûr à la chanson, vous allez écouter John the Revelator, vous allez aimer peut-être les paroles, vous allez reconnaître qu'elles sont tirées de la Bible, mais vous allez entendre cette voix, vous allez même entendre les parasites dans la captation de l'enregistrement, tout cela va contribuer à faire que cette chanson d'une durée limitée sur l'enregistrement, d'un son particulier, d'une voix particulière captée à un instant particulier, et ce dont vous jouissez esthétiquement. C'est bien de ça dont vous jouissez esthétiquement et pas simplement de la composition. Ensuite, il y a d'autres musiques enregistrées au XXe siècle, bien sûr. Et c'est pour ça que dans le livre, je fais une opposition avec la musique concrète. Mais c'est pour ça que j'ajoute une troisième dimension qui est ce projet esthétique qui est aussi un projet anthropologique qui me semble fondamental dans la musique populaire enregistrée, qui est justement ce projet que j'appelais d'utopie de la popularité, c'est-à-dire, et qui, à mon sens, s'ancre dans un romantisme, c'est-à-dire ce projet que par l'art,
les individus, aussi divers soient-ils dans la société, trouvent un lieu de réconciliation. C'est très schillerien tout ça. C'est Schiller, ce philosophe allemand. Et donc, l'idée que ça ne soit pas forcément facile à composer, mais qu'il y ait quelque chose comme une immédiateté, et que cette immédiateté ne signifie pas manipulation nécessairement. En tout cas, en tant qu'utopie, ce serait une immédiateté réconciliatrice, une sorte d'immédiateté vraie. D'accord ? Donc, tout ça prend du temps, et là, je le synthétise très vite. Mais voyez, il y a l'idée de la composition orale, enfin, la composition non écrite. On n'est pas dans un monde savant, on n'est pas dans un monde de l'écriture. L'idée de l'interprétation, incarnée par des individus spécifiques. L'idée de la fixation de cette interprétation. Et l'idée que tout cela s'inscrit dans un rapport à l'art musical comme un lieu de réconciliation, comme un moment où nous pouvons nous comprendre, même si c'est difficile à composer, parce que c'est pas facile à faire un tube, mais peut-être qu'en un sens c'est facile à écouter. Donc voilà, c'est un peu, c'est une élaboration. Il n'y a pas juste, et cette définition surtout me permet de pas faire une définition de la pop qui serait juste de faire des petites barrières, vous voyez, en disant ah oui, là c'est pas de la pop parce qu'il y a un accord microtonal, enfin il y a un son microtonal. Non, la pop mange à tous les râteliers. On a des exemples de musique populaire enregistrée de toutes sortes. C'est pas nécessairement de la musique tonale, c'est pas nécessairement 4 temps, c'est pas nécessairement bien chanté, c'est pas, toute la musique est invitée. D'accord, dans cette forme. Mais c'est plutôt la destination, le rapport à une forme d'immédiateté, qui peut être un rapport polémique. Hein. Frank Zappa, il considérait qu'il faisait de la pop, tout en étant extrêmement critique des Beatles ou de l'industrie musicale. Mais voilà, j'ai beaucoup discuté avec des musiciens quand j'ai fait le livre, et je sentais à chaque fois que avoir un projet qui consisterait à définir la pop comme on fait un petit territoire avec des frontières ne marcherait jamais. Parce qu'il y aurait toujours un contre-exemple. Et surtout, il y aurait toujours quelqu'un qui aurait envie d'inventer un moment de sonorité. Je plaçais une sorte d'aimant, vous voyez, une force de gravité vers laquelle tend cette forme de musique, qui est justement cette promesse de réconciliation, mais qui elle-même comprend des tensions, puisque comme je l'ai dit au début, on a un petit peu commencé par la fin. Hein. L'universel menace toujours un petit peu d'être hégémonique, donc il faut arriver à tenir une promesse de réconciliation qui ne soit pas autoritaire. Et je pense qu'à chaque individu qui crée quelque chose de beau, eh bien, on lutte un petit peu contre cette autorité. Une seule question. Bonsoir. Je suis d'accord avec cette proposition si on n'utilise pas le terme pop. Pourquoi est-ce que la pop est en fait une expression d'un engagement collectif? L'hymne de la joie, on parle de Beethoven, c'est bien sûr aussi une expression d'engagement collectif, en fait. Non? Compris. Vous ne voulez pas qu'on utilise le terme de pop? Hors micro. Oui. Bien sûr. Il ne s'agit pas, absolument, il ne s'agit pas de réserver à la pop le privilège
de cette promesse de réconciliation, mais c'est aussi que dans l'histoire de la musique occidentale, et c'est un petit peu la lecture adornienne en tout cas, il y a le sentiment que à un moment donné, la musique classique, la musique savante, s'est coupée de cette question de la joie, justement. Que l'hymne à la joie, ça appartient au 19e siècle, vous voyez. Il y a des grandes œuvres universelles, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est une chose que dit Adorno, par exemple, à propos de la flûte enchantée de Mozart. Il dit que c'est la dernière fois que le divertissement et l'émancipation ont pu converger dans la musique. Donc, il y a cette idée comme ça pour Adorno, en tout cas, ça c'est vraiment une vision moderniste de la musique, et j'entends très bien que des musiciens qui écrivent leur musique, qui sont des musiciens contemporains, savants, ne soient pas nécessairement adorniens. Mais cette vision adornienne, elle a fait un petit peu de mal, au sens où elle a souligné la manière dont peut-être dans l'histoire, la musique savante a quand même un petit peu abandonné le forum, le lieu de la rencontre démocratique. Et vous voyez, et ça c'est quelque chose à méditer sur l'histoire de la musique contemporaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses sublimes et absolument puissantes et aussi qui portent en elles aussi une promesse d'universalité. Νομίζω τελειώνουμε εδώ πέρα γιατί ακολουθεί άλλη διάλεξη. On doit clore ici car malheureusement il y a une autre discussion qui va suivre. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais tout d'abord remercier Agnès d'avoir écrit ce livre et d'avoir vraiment pu installer ses expériences et ses connaissances dans un livre. C'est vraiment un livre très utile pour beaucoup de monde. Et je pense qu'elle comprend très bien que partons des boomers aux milléniaux, aux générations X, qui ont vraiment qui ont grandi avec la musique enregistrée de tout type, eh bien, ils ont maintenant un livre qui leur permet de comprendre ce qu'ils sont en train d'entendre, d'écouter. Et c'est très important, en fait, de pouvoir comprendre et relire et en fait, comprendre ce que tu lis, ce que tu écoutes et faire des petits pas en avant. Alors, je pense que Agnès, et bien sûr d'autres auteurs et autrices, mais Agnès, par le biais de ce livre, nous aide beaucoup à faire un pas en avant. Et on la remercie d'avoir visité Athènes dans un canicule dans le mois de juin pour nous parler. Et bien sûr, on souhaite l'entendre aussi une dernière fois avant de passer le bateau pour la prochaine discussion. Nikos, je suis très touchée et je remercie le Festival de philosophie de m'avoir accueilli, et puis je veux remercier encore énormément Maria Zubouli pour sa traduction qui est... Je ne sais pas lire le grec, mais je sais que sa traduction est tout à fait exceptionnelle. J'en ai la preuve. Ça, c'est les travaux d'Hercule. C'était extrêmement difficile comme texte. Et vraiment, son grec est de très haut niveau. C'est très impressionnant.